heureux de vous retrouver en ce mardi 7 janvier. Allez, on rentre directement sur le terrain. Les sujets du jour des vraies voix du foot. On va revenir sur la première journée de Ligue 1 de l'année avec la renaissance d'un club mythique, les Verts, qui ont battu Reims 3-1, et le carton de l'OM, un autre club mythique qui a battu, lui, 5-1, le HAC, le plus vieux club français. Tiens, ça fait beaucoup de clubs historiques qui se rencontrent d'un coup. On parlera ensuite d'un autre club historique, Lens, avec une banderole qui a fait énormément de jaser ce week-end, une banderole qui disait « Actionnaire et joueur d'un autre club, le football moderne nous donne la gerbe ». Une banderole qui vise bien sûr Seko Fofana, le joueur lensois parti en Arabie Saoudite, actionnaire de Lens et qui va jouer à Rennes. Alors venez voter sur Twitter. Pour le moment, vous êtes 95% à dire que le foot moderne vous file la gerbe, pour parler vrai. Enfin, avec le But Football Club, on reviendra sur le mercato d'hiver et il y a beaucoup à dire. Alors avec nous, bien évidemment, Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour à tous. On va s'efforcer de leur faire passer cette nausée, cette gerbe, comme vous dites. On est le médicament qu'il vous faut. On a avec nous Emmanuel Galasso. Salut Emmanuel. Salut Philippe, salut Guy, Maxime et tous nos auditeurs à qui je souhaite une très belle année 2025. Bien évidemment Maxime Sénat, supporter toujours fidèle des Girondins de Bordeaux. Bonsoir, tu as dit qu'on pouvait rentrer sans échauffement, moi j'ai peur du claquage là. Et on a avec nous pour le web Quentin Fredon. Salut Quentin. Bonjour à tous, également supporter de Bordeaux. C'est compliqué en ce moment. Oui, ça fait deux, c'est pour ça. Tu n'as pas le droit de parler, toi. Je m'arrête. Déjà qu'on a le réalisateur, qu'on accepte du bout de... Au fait, Guy, bonne année à tous. Bah oui, on alors est vous manquez à tout votre devoir. On est en 2025, mea culpa, mais un Maxime à culpa. J'ai Alors rien Guy, à voir avec ça moi. meilleurs vœux à tous. Et vous avez des vœux, Guy, pour commencer cette année on va en 2025. profiter. Je voulais vous présenter mes vœux en matière de foot. Je serai pas long, hein, comme dit notre directeur Patrick Roger, qui s'approche du micro à la fête de fin d'année avec un discours de 5 cm d'épaisseur de page. Bon, mais revenons aux vœux pour cette nouvelle année de foot. Ma grand-mère disait... Un moment de honte est vite passé. Alors, je souhaite à Brice Samba et à Seko Fofana que ce moment qu'ils sont en train de vivre leur passe très vite. Je souhaite à Vincent Labrune d'éviter de regarder ces photos prises dimanche où on le voit en tribune du stadium 974 de Doha, entouré par les dignitaires qataris. Enfin, disons plutôt les notables, parce que dans dignitaires, il y a dignité. Et Vincent Labrune, il a un peu oublié ça. Il est cerné par ces notables, dont il semble être la marionnette. C'est les boss, les patrons, ils sont là. Ils ont décidé de chambouler le championnat pour cette compétition, ce trophée en carton. Ils ont décidé que ça se jouerait dans un stade pratiquement indifférent. Ils ont décidé de tout. Ils décident de tout dans le foot français, c'est eux les boss. Je souhaite au football français de retrouver un peu de dignité, de retrouver aussi un diffuseur digne de ce nom. À ce propos, j'adresse un salut affectueux, je pense que vous êtes d'accord avec moi, à Charles Bietri, qui a bien besoin de nos vœux et qui porta la diffusion du championnat de France, enfin en tout cas de la Ligue 1, un niveau d'excellence qu'elle perd peu à peu, se vendant de médias pro en DAZN et laissant exsangues les petits clubs qui n'ont pas de revenus pétroliers ou autres. Je souhaite aux joueurs français qui perdent une rencontre de ne pas accepter à la fin du match d'aller se faire humilier par un capot obèse qui se libère des frustrations de sa misérable existence en osant donner des leçons de respect avec son mégaphone. Je souhaite aux copains de ce gars-là de ne plus envahir les terrains, de ne pas essayer de compenser leur misérabilisme dans la violence des tribunes, l'envahissement des terrains, de ne plus scander machin, machin, on t'encule, sans remarquer que c'est contradictoire avec leur homophobie crasse. Je souhaite au club français de ne pas se faire humilier dans les compétitions européennes en ne jouant pas la compétition à fond, parce que l'essentiel c'est le championnat. Je souhaite aux joueurs qui viennent parler au micro des consultants de terrain d'être généreux, de nous donner un peu plus à la mi-temps ou à la fin des matchs, qu'on va continuer à travailler, on va prendre les matchs comme ils viennent, les uns après les autres, etc. Même s'il est difficile, je le sais, de donner une réponse intelligente à une question idiote posée par Paganelli. Oui, je sais, il est tellement truculent. Le foot nous donne la gerbe, disent les Lensois, pourtant il suffit de peu de choses pour la faire passer. Vous disiez, vous parliez, Philippe, des joueurs de Saint-Étienne qui nous ont donné un moment de bonheur. C'était incroyable. J'ai vu le match. Quand on sait d'où ils viennent, cette équipe qui a pris des tôles surtout la première partie du championnat, ils ont été humiliés, ils ont
pris des défaites terribles par des équipes constituées de bûcherons baltes et de coursiers Maasai. Et les voilà qui nous sortent un match de haut niveau. Je venais de regarder Manchester City qui venait de gagner quelques minutes avant, mais sans panache. Et je vous assure que Saint-Etienne jouait comme Manchester City. C'était des attaques placées, c'était du beau jeu, c'était incroyable. Et l'émotion qu'ils nous ont donnée allait au-delà du foot, évidemment. Et à ce moment-là, le foot nous donne plus du tout la gerbe. Je vous souhaite, mes chers amis, du Saint-Etienne de dimanche dernier pour toute l'année 2025. Alors parlons de Saint-Etienne, une question rapide. Leur victoire contre Reims, c'est une renaissance quand on voit le match qu'ils ont été capables de sortir? Je ne sais pas si c'est une renaissance. Je pense que beaucoup de gens ont attribué ça au nouvel entraîneur. Oui. Il faut rendre hommage. Je pense que c'est aussi le travail de Dalloglio qui a fini par payer. Il suffisait peut-être simplement d'un choc psychologique. Mais en tout cas, les joueurs de Saint-Etienne ont fait preuve du sens de l'honneur, d'une espèce de dignité comme ça. Pour leur, ils méritent. Le stade était vide à moitié puisque 2 tribunes étaient fermées et ils vibraient comme jamais. Moi, je n'ai pas le romantisme de Guy. On le sait depuis les quelques semaines qu'on fait l'émission ensemble, et je pense que c'est plus du rebond psychologique avec Eric Orneland, le nouvel entraîneur stéphanois. Et pour l'instant, alors c'est un match qui était magnifique, hein, je suis d'accord avec toi, Guy. Il y a un choc psychologique, on a eu l'habitude d'en voir. Il faut voir sur la durée si ça tient, et on aura l'occasion un peu plus tard, dans quelques minutes, de parler du mercato. On sait que c'est quand même une équipe qui base tout sur la data, donc je pense que là, Lyon nous avait fait une leçon de bon mercato d'hiver l'année dernière qui leur avait permis de se maintenir. Je pense que Saint-Etienne devra s'en inspirer. On va développer tout ça, mais je suis pas aussi optimiste que vous pour la suite de l'AS Saint-Etienne. Il faudra plus qu'un match qui nous a donné des frissons, certes, mais il faudra surtout qu'il y ait une continuité qui s'installe à Saint-Etienne. Les amis, on va retrouver un supporter des Verts, et pas n'importe lequel. C'est Grégory Descaux, le directeur de la brasserie du stade Geoffroy Guichard. Bonsoir Grégory. Et bonsoir. Bonsoir Grégory. Ah ben voilà Monty, Monty, est-ce qu'on a rechanté ça le week-end dernier à Geoffroy Guichard, Grégory? Ah, mais le week-end dernier, on a vécu un moment, et je pèse mes mots, historique. Je crois très sincèrement, même s'il y a beaucoup d'enflammades en ce moment à Saint-Etienne et autour de tous les supporters français, oui. On vient de vivre quelque chose d'historique, et je suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense réellement que Orneland, notre magicien de coach, n'a pas simplement provoqué un choc psychologique. Il est arrivé avec des idées précises, et il a importé ce qu'il faisait avant en Norvège en disant « Je ne peux pas m'adapter à la Ligue 1, c'est la Ligue 1 qui va devoir s'adapter à Orneland ». Et ce qu'il a fait en quelques jours, c'est exceptionnel, c'est incroyable. On a pris une claque, on n'en croyait pas nos yeux en tribune, on regardait ça, on se disait mais qu'est-ce qui se passe quoi? Maxime veut réagir. On parle de l'AS Saint-Etienne ou du petit poussé de Coupe de France qui a battu une Ligue 1 là? Enfin, on parle d'un match de Ligue 1 que Saint-Etienne a gagné 3-1, et quand je vous écoute, j'ai l'impression que ça y est, ils ont gagné la Ligue des Champions et qu'il n'y a pas eu les poteaux carrés. Enfin, non, mais il a tout à fait raison. Il faut avoir vu le match, c'était stupéfiant. Non, mais je suis d'accord que c'est bien de faire un beau match, mais je vous trouve trop dithyrambique. Enfin, ils viennent même pas de la cave, mais du troisième sous-sol. Ils sont pas sauvés. Enfin, non, mais c'était à couper le souffle. Tu comprenais pas comment ces joueurs-là étaient à ce niveau. Ouais, je maintiens ce que je dis. Je pense que vous êtes dans l'émotion, et c'est beau. Le foot, c'est de l'émotion. Après, voilà, moi, j'essaie d'en sortir. Et ce que je pense vraiment, c'est que cet entraîneur qui a été recruté sur la data. La politique sportive de la Saint-Etienne depuis l'été dernier, c'est la data, et pour le coup je connais bien ça parce que le TFC, je suis le TFC de très près, et depuis ils ont commencé en Ligue 2 il y a 5 ans, et la data en fait, déjà il faut avoir le matériel pour que ce soit vraiment efficace. C'est pas seulement des données, c'est-à-dire qu'il faut avoir un vrai matériel informatique et un regard humain dessus pour que ce soit efficace. Et à Toulouse par exemple, il y a Redbird, il y a un vrai savoir-faire dans le sport américain, et les propriétaires Kilmer Sports Venture, les propriétaires de l'AS Saint-Etienne, sont très présents dans le sport canadien, donc il y a un vrai savoir-faire de ce côté-là. Mais moi je demande juste de la continuité, et surtout que le recrutement de cet hiver il soit adapté. Alors Eric Orneland a été recruté sur les critères data, que chaque joueur soit recruté sur les critères data, et qui ne retombe pas dans le fameux piège des équipes du bas de classement qui ont besoin de se rassurer, qui prennent, Philippe, des joueurs vétérans qui ont de l'expérience en Ligue 1. Et là en fait la data, il faut être méthodique, c'est-à-dire qu'on l'applique, c'est carré, c'est à la lettre. On ne sort jamais de la data. Si on veut que ça fonctionne, tous les exemples qu'on a eu qui fonctionnent, si on applique la data bêtement,
machinalement, et il faut surtout pas céder aux joueurs de 32-33 ans qui a son petit passif en Ligue 1 quand même, qui pourra apporter de l'expérience, parce que la data ne fonctionne pas comme ça. Et moi j'attends Saint-Etienne ça crée un déséquilibre exactement, ça crée un déséquilibre, et tout ce que les stats ont réussi à te mettre en place collectivement, un profil qui peut avoir des qualités par ailleurs peut déséquilibrer ça. Donc voilà, c'est pour ça que je mets juste un petit bémol à votre enthousiasme que je comprends, mais je vais attendre le mercato et les prochaines journées avant de plus me projeter. Grégory Descaux, à la brasserie de Geoffroy Guichard, évidemment les supporters sont venus après le match, et depuis, dans quel état d'esprit sont les supporters stéphanois? Est-ce que ça leur a mis un très très gros coup de boost au moral en ce début d'année? Parce que, je le rappelle, il y a quelques semaines, les Verts étaient pas au 3e sous-sol, je le redis, mais au 5e sous-sol. Exactement, c'est plus que de l'enthousiasme que ça a apporté. La promesse avec ce nouveau coach et avec le projet de Kilmer, à partir de maintenant, c'est la promesse de ne plus s'ennuyer à Geoffroy Guichard. On va pas gagner tous nos matchs, on va en perdre beaucoup encore sur cette saison, on va se maintenir sans doute difficilement, mais on a la certitude qu'on ne va plus vivre des purges, des joueurs dont on a l'impression malheureusement qu'ils sont apeurés et qui ne bougent pas, qui sont comme des plots. On va se bagarrer, c'est les valeurs de Saint-Etienne, c'est les valeurs de cette ville, c'est les valeurs de l'histoire du club que vous connaissez bien. C'est comme ça que Saint-Etienne s'est construit, et je crois que Kilmer a tapé juste en allant chercher ce type d'entraîneur. La data, ils auraient pu aller chercher plein d'entraîneurs différents. Ils ont misé sur quelqu'un qui joue un pressing intensif et de la contre-attaque permanent. C'est parfait pour Saint-Etienne. Grégory, par rapport juste, Philippe, en complément par rapport à ce que je disais, est-ce que tu es d'accord sur le fait qu'une fois que tu as l'entraîneur, il faut que tu aies l'effectif qui suive, et il faut une direction sportive qui se tienne vraiment à ce qu'elle a dit? Parce que sinon, je vois ce que tu dis sur la philosophie de jeu, l'emballement que ça peut créer auprès des supporters, mais tu es d'accord qu'il faut qu'il y ait une continuité à tous les étages pour que sur la fin de saison, Saint-Etienne se sauve et puisse avoir de l'ambition pour la suite? C'est évident, mais je ne vois pas comment Gazidis, qui est quand même l'ancien président d'Arsenal et du Milan AC, et qui a fait un taf extraordinaire avec ces deux clubs mythiques aussi, je ne vois pas comment il tomberait dans les travers de nos vieux entraîneurs de Ligue 1 à aller chercher des vieux briscards qui connaissent parfaitement la Ligue 1. Ils ont un plan. Ils en parlent depuis le début de leur arrivée, et pour l'instant ils s'y tiennent. Et là, avec le recrutement de cet entraîneur, c'est la première pierre de la construction et du projet Kilmer Sport. Ça va prendre quelques années, mais je pense encore une fois réellement que ce match-là, au-delà du fait que c'est un match incroyable, en effet, on pourrait prendre l'exemple d'un match de coupe où une petite équipe sort un match grandiose. Je pense que c'est le fondement de la réussite future. Ça va pas se passer cette année. Cette année, le maintien va être dur, mais vous verrez que ces gens-là sont des professionnels incroyables. Nous, on a l'occasion de les rencontrer à la brasserie plusieurs fois. Ils sont d'une élégance et d'une classe rare. Et ils ont des idées très précises, et ils vont pas s'en écarter pour faire plaisir à n'importe quel copain de Ligue 1 ou un ancien joueur qu'ils ont côtoyé plusieurs fois. C'est pas ce genre de dirigeant-là. Guy veut réagir. Juste pour en finir avec ce match, ce qui est étonnant, c'est que c'était pas du tout un match de coupe. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas procédé par contre, ils ont carrément imposer leur jeu. Si je vous ai parlé de Manchester City, c'est que j'ai vu le match avant, et c'était un jeu de possession, c'était un jeu de passe, de construction, structuré, qui était incroyable compte tenu du niveau technique individuel de ces joueurs-là qu'on a vu depuis le début de saison. Des gars qui d'habitude font un contrôle, le ballon il a 3 mètres, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est la confiance aussi. Il y a des erreurs individuelles. Et là, ils étaient comme sur un nuage. Tout était bien, les ouvertures, c'était incroyable, comme s'ils étaient, comme si ça faisait 6 mois qu'ils jouaient, qu'ils avaient travaillé ces enchaînements. Un petit mot sur l'adversaire, quand même. Reims, c'est très inquiétant. Reims qui a fait un bon début de saison, je les trouve apathiques. Je pense que ça va être très long. Ils devraient se maintenir parce qu'ils ont vendu leur meilleur défenseur. Ouais, mais je pense que la saison va être très longue pour les Rémois. Grégory, est-ce qu'on peut imaginer une remontada des Verts, parce qu'ils sont sortis de la zone rouge, ils sont même sortis de la zone orange, puisqu'ils ne sont plus barragistes. C'est ça, ils sont plus barragistes, parce que le barragiste c'est le 16e. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer une remontada des Verts? Alors pas dans le top 5 bien évidemment, mais dans la première moitié de tableau. On verra, on a l'impression qu'il y a un horizon qui s'ouvre, mais n'allons pas trop vite. Je pense que le projet de Kilmer, ils le disent, je vous invite à relire toutes leurs interviews, c'est vraiment très précis. Ils nous ont déjà annoncé tout ce qui allait se passer, et pour l'instant ils le respectent. Là, on veut un bon maintien. Je pense qu'on va faire un derby incroyable, qu'il va y avoir beaucoup de discussions autour de ce derby, qu'il ne faut pas louper, le match retour. Et l'année prochaine, on va viser un bon top 10
Et puis ça va grandir petit à petit et vraiment on y croit dur comme fer à Saint-Etienne. Et encore une fois, j'étais avec les joueurs à la fin du match parce que notre restaurant est dans le stade Geoffroy-Guichard. On a la vue sur le terrain, c'est un lieu incroyable. Et à la fin du match, les joueurs viennent nous voir aussi. Et il fallait voir les joueurs qui avaient aussi des étoiles dans les yeux. En fait, ils sont en train de vivre quelque chose d'un renouveau. Et Dalloglio a fait un travail incroyable en Ligue 2 avec des idées qui sont pour moi maintenant malheureusement un peu dépassées pour la Ligue 1. Et on est allé chercher quelqu'un qui a un vent de fraîcheur, qui va apporter plein de nouvelles choses. Et il faut y croire, quoi. Et le prochain match, ça va être compliqué. C'est au Parc des Princes du côté du PSG, c'est ça? Ouais. Mais ils arrivent en favori là, non, Saint-Etienne? Oh là là. Bah, vous écoutez. Non, mais on attend ce match avec impatience parce que je pense que il va jouer son jeu et qu'on risque de prendre 4-0 parce qu'on va se prendre des comptes dans tous les sens. Mais ils vont tenter leur chance, j'en suis sûr. Moi, j'ai l'impression que ce gars-là veut mourir avec ses idées et qu'il va y aller à fond, quoi. Bon, on se fait plaisir pour conclure. On se remet à aller les verts. Allez, c'est parti. Allez, on chante ensemble. C'est les Verts, on a un bon public et les meilleurs supporters. On va gagner. Merci beaucoup, Grégory Diesko. Et faut le dire, c'était vraiment. On retient juste sa phrase. Les joueurs avaient des étoiles dans les yeux, ce qui va à l'encontre du cynisme qu'on prête aux joueurs professionnels. Absolument. Merci beaucoup, Grégory Diesko, directeur de la brasserie du stade Geoffroy-Guichard. Merci, Grégory. Et qu'on le veuille ou non, je vais mettre mon grain de sel. Sans Saint-Etienne 76. Il n'y aurait jamais eu l'équipe de France 84, je pense, et il n'y aurait jamais eu 98 T'auras tenu non plus. 19 minutes en 2025. C'est eux qui ont fait naître le foot français, et ça, Philippe, personne ne l'enlèvera. T'avais pris une résolution pour 2025 Laquelle? Non, aucune. Aucune. Bon, très bien. Alors, fin de la discussion. Merci. Et allez visiter le musée qui se trouve dans le Guy qui tombe en même temps que Philippe. On perd les deux. Vous y verrez les poteaux carrés, les fameux poteaux carrés de Glasgow. Ah, ceux-là, ils nous ont fait pleurer. Allez, tout de suite, on va parler d'un autre club historique, l'OM, qui a étrillé le HAC 5-1. Restez bien avec nous dans les vraies voix du foot. Retour des vraies voix du foot avec bien évidemment Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Senna. Tout de suite, on va parler de l'OM. Alors l'OM qui est vraiment en pleine bourre, on peut le dire, puisqu'ils ont battu le HAC 5-1. Est-ce que c'est pas, qui veut commencer Guy, Emmanuel, une victoire en trompe-l'œil, parce que franchement, le HAC, ça va plus jouer la descente que ce soir. Je suis désolé, mais Vas-y. Marseille, c'est 5-1, c'est une victoire en trompe-l'œil contre le Havre, mais Saint-Etienne, c'est moins bon que Reims. Bah, évidemment. Mais bien sûr, évidemment. évidemment. Il faut regarder les matchs, mon gars. Mais attends, tu as Saint-Etienne qui était à la cave, et tu as quand même Marseille qui n'était pas à la cave. Ils sont deuxième du classement. Mais victoire Maxime est en train de se lever là. Il s'énerve. Emmanuel disait que Reims était pas bon en ce moment, mais le Havre, il y a, on sait bien, il y a dans le championnat, dans la Ligue 1, un fond de ligue avec des équipes très très faibles. Montpellier, le Havre, et le Havre, c'est très inquiétant. C'est des équipes qui arrivent sur le terrain en disant on met le bus et puis on verra bien. Et dès qu'il y a, comme les gars techniquement sont pas au niveau, dès qu'ils font une connerie, ils prennent un but et après c'est la catastrophe. Et donc Reims était pas encore dans cette catégorie-là. Ils sont pas bons en ce moment, mais là la victoire, effectivement, cette victoire-là, elle est en trompe-l'œil. Mais ce qui n'est pas en trompe-l'œil, je ne suis pas d'accord, Monsieur Carlier, je ne suis pas d'accord. Philippe, tu poses une question, je suis le seul à pas répondre. Vas-y. Maxime et Guy. Pardon. Non, je vous en prie. Non, mais Maxime, c'est le Bordelais qui se venge des Marseillais. On connaît le contentieux, puis baisse tapis. Quand Maxime hausse le ton, on dit rien. Voilà, c'est une règle d'or dans cette émission. Merci de le respecter. Alors moi, je trouve que c'est... Alors, évidemment, on parle toujours de l'adversité. Le Havre est une équipe qui ne va pas bien du tout. On parlait encore il y a quelques semaines des droits télé. C'est sans doute l'équipe qui s'est le plus exposée en disant qu'elle était impactée, et c'est celle qui a eu le plus gros contre-coup suite à la baisse des droits et les prédictions comptables. Et on sent en effet qu'ils voient plus le jour sur le terrain. C'est une équipe qui a de plus en plus mal, mais le 5-1, il faut le mettre quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle équipe met vraiment la manière? C'est ça, moi, que je dis. Je dis juste, tu peux avoir une adversité qui est relative, qui est faible, ce qui est le cas du Havre face à Marseille, mais quand même, ils ont mis 5 buts. J'ai trouvé, peut-être pas les 20 premières minutes, mais surtout ce qui a suivi, une vraie consistance et une montée en puissance de la part de l'OM, et une démonstration. Voilà, on aura l'occasion de comparer tout à l'heure à Monaco. Je pense que c'est bien aussi d'envoyer des messages aux concurrents, de dire on se contente pas de gagner 1 ou 2-0, parce que, en fait, faut être clair, dès les premières minutes du match à 0-0, suffit de voir l'attitude des joueurs avrés pour comprendre qu'il peut rien se passer, que dans le meilleur des cas, Marseille gagne 2-0, et que si une certaine logique s'applique, c'est 3, 4, 5 ou 6-0. Plus. Voire plus. Et de la réaction, tu as raison Guy, la réaction suite au premier but,
confirme encore ça, c'est oulala qu'on prenne surtout pas une valise, on va perdre les gars mais avec dignité. Et c'est vrai que le Marseille a su, je trouve, quand même marquer le coup, et sur une saison tu as des moments marquants, et je trouve que c'est très bien que l'OM l'ait fait. Et on a un supporter marseillais avec nous. Bonsoir Franck. Bonsoir Philippe, bonsoir les gars, meilleurs vœux. Meilleurs vœux aussi. Meilleur vœu. Alors, est-ce que la sauce de Zerbi est en train de prendre une sauce pour la bouillabaisse, bien évidemment, à Marseille, hein. La rouille. Le Zerbi a l'air de prendre. Et vraiment, je suis pas d'accord avec vous quand vous dites trompe-l'œil. On a eu 70% de possession de balles, comme tous les week-ends. Tous les week-ends, on a 70% de possession de balles. Ça devient une réalité. Cet OM-là est puissant. Je peux même dire, oui, c'est le Havre, mais on pourrait peut-être dire que c'est un match charnière, étant donné que Bilal Dier, première titularisation, marque, Eli Wahi retrouve le chemin défilé, Greenwood continue sur sa lancée, Valentin Rouget, qu'on sent intransférable, ce qu'il faut le dire, il ne partira pas, sauf miracle pour les Rennais, devient incontournable. Important dans ce milieu de terrain, incontournable, effectivement. C'est un match charnière sur lequel on va s'appuyer, sans compter que Pierre-Emile Højbjerg est absent, et ça, c'est aussi une pièce maîtresse. Alors, il y a une chose, on en parlait justement. Est-ce que le trio Rabiot, Højbjerg, Rongier, c'est un des meilleurs milieux de terrain de L1, Guy, Manu, Franck et Maxime? Alors, pour ma part, Oui, tout à fait. Non, allez-y. Tout à fait. Mais ce qui est important dans l'équipe de l'OM, c'est l'équipe plus que les hommes. Là, ça. Par exemple, le Suédois, dis-moi son nom. Højbjerg. La prononciation est un peu compliquée. Était malade. Au lieu de faire reculer Rabiot, ce qui aurait été logique puisque c'est son poste finalement préférentiel, il l'a laissé dans sa structure d'équipe. Il a fait rentrer ce gamin. Nadir, ouais. Et le niveau de jeu de l'équipe a été le même. Quand tu dis que c'est une victoire en trompe-l'œil, tu veux juste dire que ce match-là n'est pas significatif. Voilà, mais ce qui est significatif, et il a raison, notre ami au téléphone, c'est que ça fait 4 matchs que c'est la même chose, qu'ils mettent en place un jeu, la patte de Zerbi, et que les hommes sont finalement moins importants que le système. Donc c'est pas une victoire en trompe-l'œil. Mais t'as vu, je les ai convaincus, Max. J'ai fait quand même. Mais surtout, il faut se souvenir qu'encore l'an dernier, ce genre de match, quand Marseille, quand l'OM au Vélodrome recevait des équipes du bas de tableau, ils tremblaient. Ça finissait en 1-1, en 2-2. C'était très compliqué de gagner. Je veux dire, ça fait pas 10 ans que Marseille roule sur les équipes du bas du classement. C'est sûr. Donc il faut pas non plus être. Il faut savoir apprécier quand ça arrive. Et je suis totalement d'accord avec vous pour le milieu de terrain et le choix en effet tactique de Zerbi en l'absence d'Hojbjerg, de laisser Rabiot un peu plus haut, de faire descendre Nadir et Rongier. On parlait tout à l'heure mercato. Rennes qui a approché Rongier, de Zerbi qui est monté au créneau pour dire il reste. Et on parlait de choc psycho. Rongier était maudit il y a 4 mois. Et tu vois comme quoi ça peut aller très vite. Comme dit notre ami, ça va très vite dans un sens. Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Franck. Comme dit Franck, il est vraiment indéboulonnable. Un des tauliers, Ça fait plaisir, c'est un gars affectueux, qu'on aime bien. Attachant. Enfin, attachant, oui. Et qui a des valeurs du club. De toute façon, à l'OM, t'as intérêt. Oui, sinon tu restes pas longtemps. Ça s'appelle l'instinct de survie. Franck, quand on voit l'irrégularité de Monaco, qui est 3e au classement, le PSG, désolé, t'es Marseillais, qui est intouchable pratiquement, vu l'écart qu'il a par rapport aux autres, est-ce que, sauf accident industriel, la seconde place du classement est réservée à l'OM? Elle n'est pas réservée à nous, parce que dans un championnat, malheureusement, il peut tout arriver. Oui, il peut arriver un accident industriel, mais hors accident industriel, est-ce que l'OM est garanti d'avoir la 2e place? On ne peut jamais être garanti, malheureusement. Oui, mais tu ne peux pas faire comme on a fait à la répétition. Tu es le supporter de l'OM et tu ne peux pas être de mauvaise foi et dire « Ah mais oui, putain, on devrait être champion, PSG !» Et là où tu disais « Je suis face au vieux port, là, il y avait toute une mise en scène, on t'avait écrit un texte. » Vas-y, fais-nous Marius. Bon, on comprend tes précautions oratoires et vous avez été dans le passé suffisamment échaudé. On a souffert. On a souffert. Là, juste il y a quelques instants, on parlait des matchs de l'an dernier et des années précédentes contre les petits qu'on perdait ou qu'on arrachait un nul vraiment d'une manière miraculeuse. On a souffert. Maintenant, De Zerbi est là. Ça a l'air de tourner. Le club a l'air assaini, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Le club était un peu très très complexe en interne. Il est assaini, ça tourne. De Zerbi a une mainmise sur le sportif.
Maintenant, oui, la deuxième place doit être à nous. Si c'est la première, je ne vais pas mentir, je prends, ça serait merveilleux. Ah oui. Oui, la deuxième place. Mais même, La deuxième même du doit titre, Marseille est à 7 points de Paris. Oui. Faut les remonter. Si Paris continue en Ligue des Champions, ils vont perdre des points en La 7 championnat. points, rien n'est fait. Voilà. Clairement. 7 Ah oui. points, c'est rien. Moi, je les vois bien se battre jusqu'au bout pour le Maxime, titre. t'es pris dans l'euphorie marseillaise. Là, tu vois trop. Je te connais et je le vois dans tes yeux, tu vois trop. J'ai une question mercato pour toi, Luis Felipe, qui est arrivé, moi que je trouvais personnellement à l'époque excellent à la Lazio. Première question, je fais très rapide. Ouais. Vas-y, pas de Est-ce que problème. tu es content de cette arrivée? Et deux mauvaises nouvelles, c'est Bamo Meïté et Amin Harit qui sont blessés, qui devaient être transférés, qui devaient être des départs qui amenaient potentiellement des arrivées. Ouais. Comment tu vois cette fin de mercato et qu'est-ce que tu en attends et comment tu la vois? Alors, pour Luis Felipe, c'est une bonne chose. Moi, comme toi, hein, je l'aime énormément de sa période Lazio. Malheureusement, là, sa dernière étape s'est mal placée avec énormément de blessures. Faut pas l'oublier. Maintenant, en Serie A, c'était un joueur incroyable. Donc chez nous, il va redevenir incroyable. C'est un Pour souhait. essayer de... Et le prochain pour match. essayer de- Bamo, Oui, vas-y, Franck. ouais, Bamo Meïté, malheureusement, de toute façon, il est blessé, il devait partir. Le club a l'air très, très ennuyé par ce cas-là. Maintenant, il reste sur un des départs. Il y a Lilian Brassé qui, toute vraisemblance, partira. Cet après-midi, une rumeur tourne comme quoi Mönchengladbach serait dessus. Ben voilà, ça fera une porte de sortie au moins pour lui. Merci beaucoup, Franck, supporter de Merci, l'OM. Et Franck. encore meilleurs vœux dans quelques instants. C'est notre question du jour. Le football moderne vous donne-t-il la gerbe? C'était la banderole à Valence. Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. Retour des vrais voix du foot avec bien évidemment Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Senna. Et la question, actionnaire et joueur d'un autre club, le football moderne nous donne la gerbe. Cette banderole déployée à Bollaert dimanche pour Lens TFC a beaucoup fait réagir. Elle visait Seko Fofana, le joueur lensois qui, après un passage à El Attifaq en Arabie Saoudite, revient à Rennes, qui ne joue pas l'Europe. Guy en a d'ailleurs parlé dans son édito. Et on vous pose cette question sur Twitter: le football moderne vous donne-t-il la gerbe? Et vous dites oui à 95%, avec une remarque quand même qui est intéressante, qui nous dit, c'est l'Ange Noir: le foot est mort le jour où Bosman a ouvert sa gueule. Depuis, rien ne vaut le foot amateur. C'est vrai que l'arrêt Bosman, qui a maintenant une trentaine d'années, a quand même beaucoup changé le foot. On a avec nous un supporter lensois abonné à Lens, un ch'timi. Donc là, on va passer de Marseille à Lens, les deux bouts de la France. Bonsoir Olivier. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Est-ce que cette banderole, parce qu'on parlait de Saint-Etienne tout à l'heure, qui est un club qui a un public exceptionnel, comme Marseille dont on parlait il y a quelques minutes, comme Lens, est-ce que cette banderole, elle résume pas le cynisme dans le football actuel, comme les propos de Savanier, qui sont du même ordre quand il rappelle à un supporter qu'avec 210 000 € par mois, les résultats passent après, Guy? Oui, c'est d'autant plus triste, touchant Lens. Vous parliez des supporters lensois. Ils sont particulièrement attachants. La culture du club, C'est la mine. Oui, et c'est une culture de club anglais. C'est-à-dire que les Lensois y vont de père en fils, et voilà. Et je me souviens quand ils sont descendus en deuxième division dans les années 2007-2008, le dernier match, quand ils ont envahi le terrain. Mais c'était pas un envahissement Violent. méchant. Les gars étaient torse nu, ils venaient de chanter, ils erraient quoi sur la C'est ça. pelouse en disant mais qu'est-ce qu'on va devenir? Enfin, tu vois, il y a vraiment quelque chose de profondément émouvant dans ce public. Je me souviens que la première fois quand j'étais petit où j'ai vu Lens au Parc des Princes, ils ont chanté "On a perdu". Ils étaient menés Oui. par PSG à l'époque et ils ont chanté "On a perdu". C'était incroyable d'avoir ces supporters-là. Et donc, c'est d'autant plus, ces gens-là sont d'autant plus sensibles au foot business. Fofana, souvenez-vous, il avait prolongé d'1 an en grande pompe, avec l'amour du maillot et toucher à milieu du l'écusson terrain, du ouais. club, etc. Tout ça pour finir en Arabie Saoudite et revenir non seulement à Lens, mais à Rennes, qui ne joue rien du tout, qui joue pas l'Europe. Enfin, il n'est pas revenu à Manchester Ou United. PSG, même en France, même qui au jouerait la Ligue des PSG. Champions. Il revient à Rennes, donc il va toucher je sais plus combien, 700 000 ou je sais pas. J'ai vu les 750 000 sommes, €. voilà. Et donc c'est d'autant plus décevant qu'il était le symbole de l'amour du maillot. Emmanuel Galasso. Je pense que le désamour aujourd'hui du football entre les fans de foot, donc là en l'occurrence les supporters du RC Lens et la Ligue et Seko Fofana, c'est parfois il y a des promesses qu'il vaut mieux pas faire.
Je pense que c'est ça le problème. On peut accepter qu'un joueur parte s'il dit voilà, moi je pars, voilà, j'ai 31 ans, j'ai vécu des beaux moments ici, mais aujourd'hui j'ai envie de partir en Arabie Saoudite, il me reste 3 ans de carrière, et je veux prendre de l'argent. En fait, je pense qu'il manque cette franchise qui aiderait, même si ça crée forcément une déception, qui aiderait à accepter. Mais là, c'est vrai que 2022, au milieu du terrain, il y a tout un show qui est organisé, Seko Fofana prolonge, là, c'est quasiment vendu comme une prolongation à vie. On se dit, il va finir sa carrière là, lui joue sur cette ambiguïté, magnifique, et là on se dit, une part du football qu'on aime est sauvée. Et en fait, 1 an après, quand il part, il rajoute une deuxième couche au côté sentimental quand il dit attendez, je pars en Arabie Saoudite, je vais prendre de l'argent, mais je vais quand même être actionnaire au club parce que moi, ce club, j'y suis attaché, et même si j'y suis plus sportivement, je veux y être d'une autre manière, je veux garder un œil dessus, et j'ai ce club pour toujours en moi. Et quand 1 an et demi après il revient, et tu l'as dit Guy, quand il revient à Rennes, qui ne joue pas l'Europe, il revient pas au PSG. S'il revenait au PSG, à la rigueur, tu peux dire la Ligue des Champions, on peut dire le gars il y va. Voilà, il s'est dit j'ai perdu 1 an et demi de ma carrière dans un championnat qui n'était pas compétitif, je reviens, je veux jouer, retrouver, connaître enfin le très haut niveau. Là non, il est dans un club qui est moins bon que le Lens qu'il a quitté. Donc aujourd'hui, il y a une déception des Lensois, et je pense plus globalement une déception de tous les amoureux du foot. Alors Olivier, supporter historique de Lens, ça a toujours été ton club de cœur. Comment t'as vécu cette banderole? Comment t'as vécu cette histoire? C'est vrai que on est en fait dans un monde financier en fait du football, et c'est à se dégoûter un petit peu du football. Moi j'ai vécu, effectivement, j'étais abonné quand c'était Lens en Ligue 2, et j'ai pu par chance garder mon abonnement, passer en Ligue 1, parce que c'est très 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 compliqué pour avoir des abonnements et des places pour aller à Lens. Et moi j'ai l'impression en fait que son souhait d'être actionnaire en fait au niveau du club, c'est limite ok, je suis parti, vous avez dit en grande pompe que je restais, c'est pour me faire pardonner, je vais donner des sous. Maintenant je me dis qu'est-ce que tu as donné comme sous, et surtout il a peut-être oublié aussi que au niveau Lens, en fait, c'était quand même le capitaine. C'est lui qui portait en fait le club, où régulièrement en fait on était tous en fait derrière lui. Voilà. Enfin, en tout cas, moi j'ai connu l'époque. Ça fait plusieurs années en fait que je suis abonné. Moi, maintenant, il n'y a plus en fait ces joueurs qui mouillent le maillot pour le club. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils mouillent le maillot en fait pour l'argent. Je vais voir en fait ailleurs si l'herbe est plus verte, si je peux le dire comme ça. Oui. Là, il a dû voir en fait que l'herbe était pas si verte que ça. Il a été retrouvé en fait. Pourquoi Rennes? Moi, je pense que j'ai un peu mon idée. Riyad, l'herbe n'est pas verte du tout, je te confirme. Alors, l'herbe n'est pas verte, effectivement, mais aussi, on a en fait un nouveau président exécutif en fait à Rennes, qui est en fait un ancien Lensois, qui est Arnaud Pouille. Et j'ai l'impression qu'Arnaud Pouille en fait nous fait ce qu'on a vécu en fait avec Gésofi lorsqu'il est parti à Nice. Il nous a sorti en fait Franck Hez, qui a su nous amener en fait là où on a pu aller. Et quand on regarde qu'Arnaud Pouille en fait essaye de contacter Gradit, il essaye de contacter Medina, il essaye de contacter Samba, il essaye de contacter, enfin voilà, tous les anciens, il veut un peu dépouiller, et voilà, et je pense qu'il l'amène par l'argent en fait, et non pas par l'amour du club ou du maillot. Bien sûr. Maxime veut réagir, Olivier. Au-delà de l'argent, je pense que les joueurs actuellement ne jouent pas uniquement pour l'amour du maillot, mais rejoignent des hommes avec qui ils aiment travailler. Je vois par exemple, notamment à Bordeaux, le cas de Jérémy Toulalan, qui est parti en plein milieu de saison quand Gouvernec s'est fait virer. Je vois tous ceux qui ont suivi les... j'ai perdu le nom évidemment. Franck Hez qui est parti à Nice, qui a suivi son directeur sportif. Tous les jeunes formés à Paris qui ont suivi à Lille le président de Lille, forcément j'ai plus les noms. Lopez. Non, pas Lopez, l'autre. L'étang. En fait, maintenant j'ai l'impression que c'est plus des relations entre hommes qui se nouent plutôt que des appartenances à des clubs. Et j'ajoute aussi en plus de ça que quand un président arrive, il garde les mêmes connexions avec les mêmes agents. Donc souvent tu t'amènes les agents, t'amènes les joueurs, et c'est mathématique. Mais les amis, on parlait de Saint-Etienne tout à l'heure, de Lens, est-ce que ça prouve pas la décadence du football due au football business, ce qui se passe?
Quand tu vois qu'aujourd'hui, le PSG appartient au Qatar, Monaco à un Russe, les Émiratis possèdent Manchester City, c'est devenu tout et n'importe quoi. Surtout, moi, C'est pas un hasard, pardon, c'est pas un hasard si ce sont des clubs à forte valeur affective qui prouvent que l'affectif n'a plus sa place. C'est vrai ce que je veux dire. Saint-Étienne, Lens, c'est des clubs qui sont maintenant bouffés par les Qataris, on en a parlé, par ce pouvoir-là, ou par les fonds de pension américains, ou par que sais-je, enfin, tu vois. Mais c'est terminé, la gestion à l'ancienne. C'est comme Capri, c'est fini. Il y a une nouvelle donnée aussi, à une époque, les rachats se faisaient autour des villes. Par exemple, l'exemple PSG, autour de la ville de Paris. Maintenant, on a l'impression qu'il y a un autre calcul qui est fait, justement, et qui dessert ces clubs-là, c'est que quand on sent qu'il y a un engouement, une passion autour d'un club, techniquement, d'un point de vue financier, ça veut dire aussi que ça génère des ventes de maillots, ça génère des entrées dans le stade, tout ce qu'il y a autour, tout le côté merchandising. Donc, on voit des équipes comme Saint-Etienne, Lens, on sent que quelque part ça se retourne contre eux et que ces Gaulois qui étaient dans leur village jusque-là, qui résistaient à l'envahisseur capitalisme dans le milieu du foot, et bien finalement, là, c'est la réalité qui arrive devant eux et on leur dit, en fait, t'aimes ton club, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Tu veux que ton club s'adapte à l'époque ou est-ce que tu veux que ton club soit en national et que tu sois heureux d'aller le voir? Et ils n'ont pas tous la même réponse. Olivier, tu restes avec nous parce qu'on va... Oui, dis un mot, Olivier, vas-y. Non, mais j'étais totalement d'accord en fait avec ce que vous dites. Moi, quand je pense aux années, aux grandes années en fait de Lens avec champion de France 98, Sicora, oui, ça c'est encore plus ancien, Sénac, Sicora, etc. Daniel Leclerc dans les années 70. Exactement. Tout ça, la Lazio 77. Tout ça, ça n'existe plus aujourd'hui, à ma grande tristesse. Alors, on va parler d'un autre sujet qui touche aussi le foot business, Olivier, et on parle de tous les clubs de foot évidemment. Le trophée des champions à Doha, tu voulais en parler, Manu? Oui, parce que la délocalisation du trophée des champions, de ce match, de la Super Coupe, maintenant on appelle ça Super Coupe de France, on fait comme les autres. La délocalisation, ça date pas d'aujourd'hui. La Chine l'a reçu plusieurs fois. Exactement, Israël 2 fois. L'an dernier, sur ce fameux PSG TFC, ça devait se jouer à Bangkok et finalement ça n'a pas pu se faire. Ça s'est terminé au Parc des Princes. Sur terrain neutre, donc. Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéresse dans ce choix d'attribution du match, c'est que quelque part, c'est aussi que ça évolue à la même vitesse que le déclassement de la Ligue 1. C'est-à-dire qu'à une époque, c'était très facile d'aller en Chine, de mettre de l'argent, de mettre de l'engouement autour du match. Et là, c'est de plus en plus compliqué. La LFP a de plus en plus de mal à trouver un pays, une ville, un stade pour accueillir ce match et aussi faire venir les supporters. Parce que quelque part, ton stade, c'est bien de trouver un endroit que ça génère de l'argent et qu'on te paie, mais il faut aussi qu'il y ait des gens dans le stade pour que tu vendes le produit télévisuel. Et je trouve ça intéressant parce qu'une fois de plus, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Qatar. C'est Doha qui est arrivé, qui a sauvé ce match et qui sauve la Ligue 1, qui sauve le PSG et en sauvant le PSG qui sauve la Ligue 1 en mettant les 100 millions pour les droits télé, on en avait parlé pour Beansport. Et aujourd'hui, on a une Ligue 1 qui est sous perfusion de Doha, qui est sous perfusion du Qatar. Et j'ai l'impression que ça inquiète pas grand monde et moi j'avoue que ça m'inquiète un petit peu pour la suite. Effectivement, et ce qui devait être un outil de promotion pour le football français ne perd tout sens. C'est une solution par défaut, Doha, pour ils ont essayé la Chine, ils ont essayé les pays émergents, les USA, etc. Personne n'en a voulu. C'est vraiment une gifle. Enfin, en tout cas, ça situe où est le niveau du foot français sur l'échiquier international. Donc, comme dit Emmanuel, il reste le Qatar qui a encore accentué du coup sa pression sur sa mainmise sur le foot français, qui a décalé une journée de championnat, qui ont fait PSG Monaco le 2 Ligue 1 en décembre pour jouer l'autre PSG Monaco à Doha en janvier. Enfin, Juste pour être complet, la Super Coupe d'Italie, la Super Coupe d'Espagne se passe à Riyad en Arabie Saoudite, mais dans la manière dont ça se fait, c'est totalement différent. C'est que les Espagnols et les Italiens ont longtemps résisté en disant mais non, on reste chez nous. Et puis au bout d'un moment, l'appât du gain était tellement grand qu'ils ont cédé. Nous, on va appeler tous les pays pour essayer d'avoir de l'argent. C'est ça qui fait depuis 2009 qu'on est à l'étranger. Je me souviens d'un Bordeaux-Lyon à Montréal. Oui, absolument. Et moi, ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est on a eu un débat il y a quelques semaines, je me souviens, sur le PSG et le Qatar a-t-il fait du bien au football français. C'est là qu'on voit les limites de tout ce système. Une dépendance. On voit que les petits clubs qui essayent de survivre à travers les salaires que donne le PSG, parce que
un championnat où t'as un PSG qui surpaye certains joueurs et ensuite les autres clubs qui arrivent pas à suivre, ça peut pas faire un championnat compétitif. Et c'est là qu'on voit la limite aujourd'hui entre les droits télé qui sont encore sauvés par Beansport et donc le Qatar, entre le match du Trophée des Champions qui sont encore sauvés grâce à Doha, et le problème c'est que les autres clubs autres que PSG n'arrivent pas à suivre. Et surtout vu que le beIN Sport, donc le Qatar, le PSG est en position de force, quand ils disent on met 100 millions pour les droits télé, ils posent leurs conditions, et sur les 100 millions, tu en as 80 millions qui vont à Paris sur les droits internationaux. Donc ils sauvent beaucoup plus Paris que la Ligue 1. C'est ça. Parce que mine de rien, on sait bien que le championnat de France tombera, comme disait Mao Tse-tung, comme un fruit mûr dans les mains de BIN, des Qataris, que DAZN ne va pas tenir le coup, et que c'est BIN qui ramassera la mise. Olivier, Lens, c'est un club historique, le club des mineurs qui allaient au stade à l'époque. On parlait de l'époque de Lannoy dans les buts, Daniel Leclerc, etc. Est-ce que les mines, elles ont fermé il y a plus de 30 ans maintenant, malheureusement? Est-ce que on imagine que Lens pourrait devenir un club qui deviendrait, alors pas qatari comme le Qatar a déjà un club, mais qui deviendrait, je sais pas, chinois, indien, un milliardaire ou autre chose? J'espère pas. Moi, j'aime en fait le foot non financier. Malheureusement, je pense que c'est une utopie à cette époque de penser à ça, parce que vous l'avez tous en fait bien résumé. C'est le Qatar, c'est l'argent, c'est le PSG. Enfin, voilà. Moi, ce que je trouve en fait dommage, c'est que nous, en tant que supporters, en fait, malheureusement, on peut pas assister en fait à ce style de match. Combien ça coûte pour aller au Qatar? Combien, même si nous, en tant que supporters, on fait des déplacements en fait sans compter pour être sur place et soutenir en fait nos joueurs. Aller au Qatar en fait c'est pas la même chose. C'est plus juste en fait une demi-journée ou une matinée pour rentrer. C'est bien plus que ça, et financièrement avec des billets d'avion et autres qui coûteraient en fait très cher et dans lequel on pourrait pas aller. Après, moi, je me pose cette super coupe, en fait, à quel intérêt, en fait, à la pente. On entend, en fait, aujourd'hui, oui, il y a trop de matchs. Quel est l'intérêt, en fait, pour moi? Elle n'a pas d'intérêt, en fait, cette super coupe. Elle a un intérêt si t'es un petit club et que t'as gagné la Coupe de France, tu peux affronter le champion de France et ça peut te faire un trophée en plus. Quand t'as une armoire à trophées qui est un peu vide, ça peut avoir de l'intérêt, mais maintenant, ça se passe toujours entre les gros. L'intérêt dans le système capitaliste, s'il y a une offre supérieure. Non, mais je parle du match. Le match en lui-même et le trophée que tu peux avoir au bout, c'est un intérêt pour le petit club qui. Voilà. Paris l'a gagné 13 fois, si tu veux. Oui. Le match et le trophée, je suis d'accord, mais si je suis petit club, je tombe contre le PSG, je dois aller au Qatar. Mais totalement, t'as raison. Dans mes comptes, ça va me coûter en fait quelque chose de faramineux. Et puis après, comme vous l'avez dit, si le deal en fait des Qataris, en fait, c'est de dire c'est 80% au PSG, au final, ça va m'apporter quoi? Complètement. Le mot de la fin, Guy? Non, je voulais te poser une question. Court, alors. Très très courte. On t'a posé la question de savoir si ça pouvait se produire à Lens, la reprise du club par un investisseur du type qatari. On a eu l'exemple en Angleterre d'un club comme Lens, ouvrier, Newcastle, qui était vraiment le symbole du club anglais où on allait en famille. Les Magpies, vraiment historique, qui a été racheté par les Saoudiens. Et voilà, on a un peu jeté la dignité aux orties. C'était la même chose avec Manchester City. Oui. Les gens, pendant des dizaines d'années, ont dit Manchester United, c'est des vedettes payées par des Américains, etc. Le vrai club de la ville, c'est City. Maintenant, City, c'est les Émirats Arabes Unis. Juste anecdote, et je finis vite. Je suis allé à Manchester voir un match à Manchester City. Il y avait un couple d'Anglais. Le mec est denté, tu vois, avec des taches d'anglais. Presque une caricature d'anglais. Sa femme, son môme au maillot, avec le maillot et tout. Et j'étais content parce que c'était quand même la tradition, tu vois. Et à l'entracte, ils ont dit qu'on va chercher notre collation. La collation était payée par le club, l'abonnement était payé par le club pour faire coutume locale pour les tours opérateurs japonais. Oh putain, après il s'est rhabillé, le mec c'était la mascotte du club en fait. Donc voilà où on en est. J'espère qu'un jour, je te souhaite mon gars qu'il n'y ait pas des mineurs, des mecs déguisés en mineurs de fond à Lens, dans les tribunes de Bollard. Je te souhaite de ne pas partir en week-end en famille à Doha, il y a des plus beaux endroits à voir. Merci beaucoup Thierry. En musique, on conclut avec Olivier. Merci tout le monde. Oui, magnifique. C'était les corons.
avec la belle écharpe de champion 98. Ah oui, bravo. Et ça avait frôlé une deuxième fois en 2002 d'ailleurs. Tout le monde aime Lens en France. Surtout les Lillois. Merci beaucoup Olivier. Allez, tout de suite, ça va être le But Football Club. Et on va retrouver Alexandre Corbos pour parler du Mercato. Et il y a des tonnes d'infos sur le Mercato dans le But Football Club. Salut et meilleurs vœux à toi Alexandre Corbos, rédacteur en chef du But Football Club. Ça va ? Meilleurs vœux à tous. Salut Alexandre, meilleurs vœux. Tout va l'année. Ça s'est bien passé, ces petites fêtes Ça va. Bon. Très bien. Merci. Vous êtes parti un peu? Vous avez reçu du monde? Madame a fait la cuisine? Non, mais, Ou monsieur d'ailleurs, on ne connaît pas la vie d'Alexandre. Maintenant, on est un petit haut monsieur. Comme disait un grand commentateur, la vie privée d'Alexandre Corbos ne nous regarde pas. Exactement. Alors, vous êtes heureux, c'est l'essentiel, et nous, on est heureux de vous retrouver. Bonne année, maître Corbos. Alors, Alexandre, le But Football Club fait beaucoup d'articles sur le Mercato. Tiens, on va commencer par un article de cet après-midi, PSG Mercato. On commence par le leader de la Ligue 1. Chassé croisé entre Kolo Muani et Vlahovic, donc Dusan Vlahovic, le joueur de la Juventus. C'est un dossier chaud. Alors, ce qui est chaud, c'est que en cas de départ de Randal Kolo Muani, il y aura une arrivée a priori devant. Voilà, donc après tous les numéros 9 du marché accessibles, mais qui permettraient à Paris justement de passer un cap sont visés. Après, ça va dépendre, comme souvent, des relations compliquées entre Luis Enrique, qui aime certains profils, plutôt des profils espagnols, des faux neufs, il adore ça. Et puis d'un autre côté, Luis Campos, qui lui veut des profils plus des vrais neufs, quoi. Lui, c'était plutôt Gyökeres, Osimhen, mais refus. Donc, il essaye d'autres profils, il propose. Parce qu'en fait, on a aucun doute sur le fait que Luis Enrique veut se séparer de Randal Kolo Muani, mais on a un gros doute déjà sur le fait qu'il va le remplacer ou pas, étant donné qu'il joue pas forcément avec un neuf. Et trouver un club, surtout au prix où ils l'ont acheté. Ils veulent le vendre, ils veulent pas le vendre en tout de 50 millions, Kolo Muani. Et surtout trouver quelqu'un qui soit dans la philosophie du club, alors que Dembélé a fait un match et a affiché des promesses. Tout le monde dit que c'est lui le faux avant-centre finalement que cherche le PSG. Il a fait un match de cette qualité-là et il est dans le plan de Luis Enrique dans ce cas-là. Ce qui est sûr, c'est que là, prendre Vlahovic maintenant, là, sachant que tu as les 2 matchs de Ligue des Champions qui arrivent à la fin du mois, tu as un joueur qui est pas en confiance, on le parle par rapport à l'idéologie de la philosophie de jeu de Luis Enrique, tu prends pas le joueur qui sera tout de suite apte et qui peut te faire gagner des matchs. Ça, tu c'est mets sûr. un coup à Ramos aussi derrière la tête en passant. Alexandre, donc vas-y Alexandre. Le vrai neuf, c'est Ramos dans cette équipe. Oui, complètement. Il peut se suffire à lui-même. Hein. Il y a d'autres. S'il revient à son niveau, il n'y a aucun problème. C'est lui le neuf du PSG, quoi. Il n'y a pas photo. En début de saison, il avait bien commencé avant sa blessure. Et il a bien fini en revenant. Très belle préparation, bien finie. Et puis c'est sa blessure qui l'a freiné. Mais même depuis son retour, il a pas beaucoup de temps de jeu. Il marque beaucoup. Donc il est intéressant. Il y a d'autres pistes au PSG, Alexandre? Le PSG, c'est surtout la recherche du PSG, ça concerne surtout le poste d'ailier gauche, parce qu'on le sait, il veut un concurrent pour pousser un petit peu. Moi, je connais quelqu'un qui joue à gauche du côté de Madrid, si jamais. il serait dispo pour revenir. Attends, je vais faire du mauvais esprit. Atlético ou Real? Maison Blanche. Et juste, il y a Kanguinli aussi. J'ai vu une rumeur Kanguinli qui serait poussé vers la sortie. Est-ce que tu as vu ça, Alexandre? Ça j'ai pas suivi ces dossiers. C'est vrai que j'ai pas mal de dossiers à suivre avec ce qui se passe à Lens, à Rennes, qui sont de gros animateurs. Bien sûr. Tu t'es mis en difficulté, Alexandre, c'était volontaire. Là, sur Kanguinli, je vous avoue que le PSG, c'est peut-être le club où j'ai moins suivi, parce que je pense que ça sera un des plus tranquilles en termes de mouvement. C'est probable, t'as raison. Guy veut... Non, juste, je pense qu'en matière d'ailier gauche, il y a Barcola bien sûr, mais il y a quand même Désiré Doué. Qui a été très bon les fois où il est rentré. Qui est bon, alors c'est pareil, il peut jouer un peu partout, mais à la base, c'est quand même un ailier gauche. Bien sûr. Absolument. Donc ça ferait 3 types potentiellement. Il aime bien l'utiliser en faux pied à droite quand même. Oui, il aime bien. Bah oui. Est-ce qu'il y a d'autres pistes pour ce mercato, des gros morceaux qui pourront arriver au PSG, à Marseille, à Monaco ou dans un autre club? Alors pour ce qui est du PSG, le dossier du gros poisson, ça serait plutôt pour cet été avec le poker menteur avec Mohamed Salah. Oui, de Liverpool.
ça c'est vraiment le dossier sur lequel il faut se placer, parce que s'il y a une méga star qui est bonne à faire cette saison, c'est clairement lui. Il est au sommet de sa carrière, il a rarement été aussi performant. J'ai justement une statistique le concernant. Il est décisif une fois toutes les 59 minutes depuis le début de saison, et en fait même la plus belle saison qu'il a fait à Liverpool, il était décisif une fois toutes les 71 minutes. Donc, après, Alexandre, juste un bémol sur Mo Salah, parce que c'est déjà il est coutumier du fait et c'est les infos qui ressortent. Sa priorité c'est la prolongation, et il faut pas, et ce qui est aussi possible, que le PSG serve de levier et de moyen de pression sur Liverpool. Mais le truc, c'est que Liverpool ne veut pas lui donner ses 22 millions d'euros par an. Pour l'instant, t'as raison. Voilà, donc Paris pourrait lui donner. Et puis surtout, Paris, là, c'est vraiment un dossier où l'émir du Qatar ou le Al-Khelaifi peuvent passer au-dessus de Luis Enrique. Mais il pourrait signer dès cet hiver, là ? Cet été. Voilà. Oui, voilà, dès cet été. Mais cet été, il est gratuit. Oui, Il est gratuit en fait l'été. Oui, c'est pour ça. Comme Mbappé au Real. Et quid sur les départs, quid de Skriniar? De Skriniar, on en est où? Milan Skriniar, c'est à lui de décider, c'est à lui de trancher. Il a une offre de Galatasaray. Il est parti donc au Qatar pour le trophée des champions avant de décider. Je ne sais pas quand est exactement le rendez-vous avec la direction, mais il prend son temps. Il n'est pas si pressé que ça de partir. Donc, alors, on va parler de Marseille notamment. Il y a Louis Philippe qui est arrivé. Il y a d'autres arrivées prévues à l'OM ou pas? A priori des latéraux, mais maintenant les latéraux c'est seulement en latéral droit surtout. Je l'avais déjà dit la dernière fois que la priorité c'était en latéral droit, et ça n'a pas changé, sauf que là ils ont pu faire le bon coup avec Luis Felipe pour le défenseur central. Il va pousser vers la sortie Lilian Brassier a priori. Maintenant, ils attendent des départs, sans doute celui d'Ulysse Garcia, pour finaliser une arrivée latérale gauche et un latéral droit. Et ils aimeraient bien des ventes, parce que du coup, ils ont besoin d'argent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a Ismaël Koné qui a annoncé sur le départ. Tous les flops de l'été sont poussés vers la sortie, à l'exception de logique. Il y a une valse. Vas-y, je t'en prie. Termine, Alexandre. On revient pas sur le dossier Paul Pogba. On s'en rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est clairement pas la priorité de l'OM, le milieu, parce qu'on a un Valentin Rongier qui est revenu au top. Et il y a beaucoup de bons de milieu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un des meilleurs milieux de France maintenant. Ouais, Alexandre, il y a une valse des gardiens qui s'organise. On parle actuellement de visite médicale de Brice Samba à Rennes. En même temps, Pau Lopez qui signerait à Lens. Quelle info t'as de ce côté-là? Pour Pau Lopez, c'est officiel depuis cet après-midi. Ils ont fait une belle présentation Squid Game de son arrivée. Et pour ce qui est de Brice Samba, a priori cette fois-ci c'est réglé. Il y a eu un petit dossier, un petit accrochage entre Arnaud Puy, le nouveau président rennais et ancien directeur général de Lens, et son ancien patron Joseph Ougourlian. Mais a priori, l'argent a tout réglé. C'est la présentation de Fofana qui avait fait polémique. On va parler d'un club. Il y avait aussi le départ de l'entraîneur des gardiens qui dans la balance, et qui emmerdait bien pour le coup Lens. Et il nous reste à peine une minute. On va parler de Lyon, un club historique. Et il y a une arrivée ou deux prévues de Botafogo, comme Textor devait passer de l'argent de l'un à l'autre, qu'ils ont été champions d'Amérique du Sud. Alors il y a plusieurs points à régler à Lyon. Le premier point, c'est d'abord de gérer cette histoire de autoriser ou pas à recruter. Ils ont reçu une notification de la NCG. Oui, de la NCG. Elle est flexible, donc ils vont essayer de la négocier, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont présenter de nouveaux éléments en appel. Ils savent très bien qu'ils n'auront pas de levée d'interdiction de recrutement, mais l'idée c'était de faire arriver au moins Thiago Almada, pour le coup, en le faisant passer par la holding au-dessus de Lyon, c'est-à-dire que ça sera un prêt gratuit de la holding qui prend en charge le salaire. Donc en gros, c'est une opération à coût zéro pour l'OL. Et le joueur serait lyonnais. Parce que c'est l'OL qui l'a financé l'été dernier, c'est normal qu'il y ait le retour d'ascenseur. Maintenant, il y a un autre problème, c'est que Lyon a 4 joueurs extra-communautaires aujourd'hui, il y a 4 places, et il faut libérer une place pour Thiago Almada. Alors il y a 2 options pour les libérer. Se séparer d'Adrielson, c'est ce qui est en train de se passer. Et l'autre option, elle est un peu plus farfelue, c'est qu'ils vont ils essayent de naturaliser Eslem Maitland-Niles barbadien. D'accord. On a l'accord de Cotonou qui permet justement d'être... Ah, t'as bossé, Alexandre. Oui, mais attends, bien bossé, Alexandre. On verra des accords de Cotonou un autre jour, parce qu'il y a des infos. On va suivre ça de très près avec le But Football Club. Merci à toi, Alexandre. Et de suite, on va retrouver Fabienne Thibault dans Les Clés d'une vie avec Jacques Pessis, et demain à 20h, évidemment, Toto Maurizio et sa bande pour les vraies voix du foot. Allez, on se retrouve à demain, 17h pour les vraies voix.